Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler des minorités austro-hongroises en 1871. Ainsi, en 1848, François-Joseph de Habsbourg est couronné roi d'Autriche. En 1866, il est battu à la bataille de Sadowa par les Prusses et il décide ainsi de se concentrer sur son royaume. En 1867, il propose donc un compromis à la Hongrie en lui redonnant son état de droit et donc une très grande autonomie. Ainsi, nous avons donc deux ensembles que l'on peut voir sur la carte. Donc nous avons l'Autriche qui s'appellera la Cislétanie et la Hongrie que l'on appellera la Translétanie et qui récupère ses territoires historiques de 1526, à savoir les territoires croates, mais aussi la Transylvanie. Ces deux ensembles sont peuplés de beaucoup de peuples et de langues qui vont essayer de défendre leur identité et leurs droits historiques. Donc revenons sur le compromis de 1867. C'est un compromis qui donne à la Hongrie une très grande autonomie et les deux États n'ont donc en commun que leur souverain, donc François-Joseph, qui sera couronné roi de Hongrie en 1867, la diplomatie, la défense, la finance concernant ces deux domaines, mais aussi les affaires d'intérêt commun, à savoir le commerce, les douanes, la fiscalité, qui seront discutées par deux délégations qui vont se rencontrer tous les ans, et ces deux délégations seront élues en fait par le Parlement. Donc tout d'abord, la gestion des nationalités en Cislétanie, puis nous verrons la gestion des nationalités en Translétanie. En effet, nous parlons de nationalité à l'époque, donc en 1868, et non de minorité, et ces nationalités en fait sont recensées à l'époque selon la langue d'usage, donc la langue parlée au quotidien. Donc en Autriche, donc en Cislétanie, du compromis naît une constitution autrichienne en 1867, dont l'article 19 nous intéresse tout particulièrement ici, qui précise que tous les groupes nationaux sont, je cite, égaux en droit et qu'ils doivent jouir du droit inviolable à sauvegarder et à cultiver leur nationalité et leur langue. Donc les langues usuelles dans les régions reconnues sont considérées comme égales par l'État dans le domaine de l'école, de l'administration et de la vie publique. Cependant, les Allemands d'Autriche dominent largement la vie de l'État. Pourquoi ? Car la famille impériale est allemande, ils dominent l'administration, l'allemand reste la langue de l'État, ils dominent les villes, ils dominent l'économie, mais aussi les universités. Alors qu'en fait, ils ne sont pas majoritaires en termes de nombre, au niveau de la langue parlée. Ensuite, les nationalités non dominantes en Cislétanie. Nous avons tout d'abord les Tchèques, ici, qui sont situés dans l'ancien royaume de Bohême. C'est 23% de la population de Cislétanie. Et en 1871, François-Joseph nomme le cabinet Hohenwart-Schaeffel. Hohenwart est un conservateur et donc il est pour l'autonomie des nationalités. Ainsi, il propose une réforme permettant aux Tchèques et au royaume de Bohême, en fait, qui est composé de Tchèques ici mais aussi d'Allemands, parce que c'est principalement une noblesse allemande, de récupérer leur état de droit. Un couronnement de François-Joseph est même prévu, mais cependant c'est un échec car la noblesse historique est trop exigeante et demande une union personnelle, alors que les articles fondamentaux souhaitent seulement la restauration d'un exécutif en fait propre à la Bohême. C'est donc un échec et le couronnement de François-Joseph est annulé. Cependant, l'influence des Tchèques est importante et elle se fait grâce au réseau d'associations dans le domaine de l'économie, de la finance, mais aussi culturel. Ensuite, nous avons d'autres peuples, comme les peuples qui peuplent de Galatie. Donc ici, nous avons les Polonais et les Ruthènes. Les Polonais ont une grande influence dans la vie politique de l'État autrichien, car leur noblesse est très liée à l'aristocratie autrichienne et hongroise de par des mariages. Ainsi, le comte, par exemple, Hohenwart, va nommer un ministre sans portefeuille de Galatie, et en 1871, un accord est passé avec les Polonais, et la diète polonaise sera plus autonome, mais la langue polonaise aussi sera
sera hégémonique dans le domaine de l'administration et de l'enseignement en Galatie. Nous avons aussi les Ruthènes, donc eux sont largement dominés par les Polonais. Ils se différencient des Polonais par leur religion, en effet ils sont orthodoxes. Et en fait ils sont paysans et ils sont soumis aux grands propriétaires de domaines polonais. Ensuite nous avons les Slovènes qui sont ici, et eux se concentrent plutôt autour de la ville de Ljubljana. Ils coexistent avec des Allemands et ils vont peu à peu en fait se germaniser car ils sont aussi paysans et dominés par les Allemands qui dominent en fait les villes. Ensuite nous avons les Italiens qui sont situés au sud du Tyrol, mais aussi sur la côte adriatique, surtout dans la ville de Trieste. En effet, les Italiens ont une grande influence dans le domaine économique car ils dirigent le port de Trieste et donc ils profitent en fait du dynamisme économique de l'Autriche, et c'est une des portes sur la Méditerranée pour l'Autriche, et donc ils gardent en fait leur identité et leur langue. Ensuite nous avons donc les nationalités de Translétanie. Donc la Translétanie, le peuple majoritaire au niveau du pouvoir sont les Hongrois magyars. Donc avec le compromis de 1867, la Hongrie doit respecter donc des droits des nationalités, et en 1868, une loi est votée sur les nationalités pour les non-citoyens de langue non magyare. Donc ils sont égaux au niveau de la loi, ils ont le droit d'utiliser leur propre langue dans l'enseignement primaire et secondaire, et aussi de créer des associations. Cependant, la population de langue magyare contrôle tout le gouvernement et le pouvoir, et en fait les autres peuples sont peu à peu marginalisés car la langue magyare est utilisée dans toutes les institutions Ainsi, nous avons aussi les nationalités non dominantes en Hongrie. On a tout d'abord les Croates qui sont ici. Ils ont été rattachés à la Hongrie en 1867, alors qu'avant ils étaient directement gérés par Vienne. Un compromis est trouvé entre la Hongrie et les Croates, grâce notamment à l'évêque Strossmayer, qui va défendre l'identité et les droits historiques des Croates. Et ainsi, en 1868, la Croatie obtient une autonomie partielle, avec un gouvernement autonome. Elle dispose d'une administration juridique et régionale autonome, un parlement croate appelé le Sabor qui légifère dans l'enseignement, la justice, les cultes. Le croate est la langue de l'administration, et un gouvernement choisi par le gouvernement hongrois. Donc ensuite les Roumains de Transylvanie qui sont ici. Voilà. Eux sont à majorité des paysans, et en fait ils vont être dominés par de grands nobles, par de grands propriétaires terriens qui sont en fait hongrois. Ils ont une influence surtout culturelle qui sera faite grâce au travail de l'Église orthodoxe. Ensuite nous avons les Slovaques ici, qui sont ici. Donc c'est le peuple le plus persécuté en fait de Hongrie, car ils n'ont pas d'appui extérieur et pas vraiment de droit historique clairement reconnu en fait. Ils n'ont pas de contrôle sur les villes, et donc en fait ils vont être peu à peu marginalisés et parler de plus en plus le magyar. La population est en majorité paysanne, et elle va donc être exploitée en fait peu à peu. Donc en conclusion, en 1871, les minorités austro-hongroises ont une influence très différente selon leur intégration historique dans l'exercice du pouvoir en fait. Donc les Allemands d'Autriche et les Hongrois de langue magyare
vont dominer l'État et peu à peu prendre plus d'influence dans ces territoires. Et les autres populations, donc les autres peuples vont essayer d'affirmer leurs droits, etc. Donc les Tchèques vont essayer tenter le compromis, mais ce sera un échec. Par contre, les Croates, eux, vont réussir en Hongrie. Et les autres peuples plus faibles, moins non dominants, vont essayer de survivre grâce aux lois sur les nationalités de 1868, dans cette double monarchie, en fait, aux multiples peuples et langues. Merci.